On s'est tous déjà posé la question, comment on fait pour vivre une vie réussie, une vie qui a du sens? C'est une quête universelle qui a occupé les plus grands esprits. Et si la réponse, en fait, ne se trouvait pas dans le futur, mais dans une sagesse vieille de plusieurs milliers d'années? Alors, comment y arriver? Eh bien, la philosophie antique nous propose une piste de réflexion vraiment puissante et, finalement, très actuelle, le concept de vertu. Attention, ce n'est pas du tout une idée abstraite ou moralisatrice. C'est un véritable guide pratique pour se construire une vie qui a du poids. Allons voir ça de plus près. Notre voyage commence là où tout a débuté pour la philosophie occidentale, en Grèce antique. C'est là que des géants comme Platon et Aristote ont jeté les bases pour définir ce que ça veut dire être un humain accompli. Au cœur de leur pensée, il y a ce mot « arrêter ». Il faut tout de suite oublier l'idée d'une morale un peu rigide. Pour les Grecs, l'arrêté, c'est l'excellence. C'est l'idée de maîtriser l'art le plus important qui soit, l'art de vivre. Socrate, lui, nous donne une analogie géniale. La vertu, c'est une compétence. Ça s'apprend, ça se travaille, ça se perfectionne. Ce n'est pas un don du ciel, non, c'est un artisanat. L'idée, c'est de devenir un virtuose, dans le métier de vivre. Chaque pensée, chaque action fait alors partie de notre chef-d'œuvre. Platon, lui, va structurer cette idée d'excellence autour de 4 piliers. On les appelle les vertus cardinales parce qu'elles sont les pivots d'une vie bonne. La prudence, c'est pour prendre les bonnes décisions. La justice, pour bien agir avec les autres. La tempérance, pour maîtriser nos désirs. Et le courage, pour faire face à nos peurs. Pour lui, elles sont toutes liées. Si une seule manque, tout l'édifice est bancal. Par exemple, le courage sans la prudence, eh bien, ça devient juste de l'imprudence. Aristote, son élève, va encore affiner le concept avec sa fameuse idée du juste milieu. Pour lui, chaque vertu est un équilibre subtil, un point parfait entre deux extrêmes. Le courage, par exemple, ce n'est ni être lâche, ni être une tête brûlée. C'est trouver cette ligne de crête. Ça demande donc un discernement de tous les instants. Allez, on avance un peu dans le temps et on arrive chez les stoïciens. Avec eux, le focus change complètement. Le champ de bataille n'est plus à l'extérieur, dans nos actions, mais il est à l'intérieur, dans notre esprit. Cette phrase, elle résume quasiment toute leur philosophie. Ce qui nous fait souffrir, ce n'est pas ce qui arrive, c'est le jugement qu'on porte sur ce qui arrive. C'est une idée assez révolutionnaire en fait. Notre bien-être émotionnel dépend entièrement de notre interprétation des choses. Et les stoïciens vont même encore plus loin. Ils disent que la vertu n'est pas seulement nécessaire pour être heureux, elle est suffisante. Ça veut dire que peu importe les circonstances, une personne vertueuse a déjà tout ce qu'il faut pour être heureuse. Tout le reste, l'argent, la santé, la réputation, c'est du bonus, c'est secondaire. Bon, et en pratique, comment on fait? On utilise leur outil le plus célèbre, la dichotomie du contrôle. L'idée est toute simple, il faut faire une distinction très claire entre ce qui dépend de nous, nos pensées, nos choix, nos actions, et ce qui ne dépend pas de nous. La paix intérieure, elle vient quand on arrête de se battre avec la deuxième colonne pour se concentrer uniquement sur la première. Ok, tout ça c'est bien beau en théorie, mais aujourd'hui, dans nos vies modernes bien remplies, ça donne quoi? Voyons comment ces principes peuvent nous éclairer avec un exemple très concret. Alors, imaginez cette situation. Un scénario assez courant. On reçoit une critique plutôt dure de son boss sur un projet. La réaction instinctive, c'est souvent la colère, le stress, l'anxiété. Mais que dirait un stoïcien dans ce cas? D'abord, il faut appliquer la fameuse dichotomie du contrôle. La critique du patron, c'est un événement extérieur. Ça ne dépend pas de nous. Essayer de la changer ou de la nier ne mène qu'à la frustration. Et voilà le point clé. La douleur, elle ne vient pas des mots prononcés, mais de l'étiquette qu'on colle dessus. C'est un échec, je suis nul, c'est injuste. Et ce jugement, lui, il est à 100% sous notre contrôle. Et c'est là que tout le pouvoir réside. En choisissant de voir cette critique non pas comme une attaque, mais comme une information, une occasion d'apprendre et de s'améliorer, on transforme complètement l'expérience. On reprend le contrôle de son état émotionnel pour se concentrer sur une solution. Pour que ça devienne un réflexe, les stoïciens comme Sénèque recommandaient un petit exercice tout simple, la revue du soir. C'est un moment, avant de dormir, pour faire le point avec soi-même. Pas pour se culpabiliser, mais pour analyser sa journée, apprendre de ses erreurs et s'améliorer jour après jour. Finalement, la vertu, ce n'est pas vraiment une destination qu'on atteint une bonne fois pour toutes. C'est plutôt une boussole, un guide intérieur qui nous aide à naviguer les hauts et les bas de la vie avec un peu plus de sagesse et d'intégrité.
Alors, si on devait résumer, la quête d'une vie bonne est avant tout un travail intérieur. Il s'agit de se concentrer sur la seule chose qu'on peut vraiment maîtriser, son propre caractère, ses propres choix. De voir chaque difficulté comme une occasion de s'entraîner. Parce qu'au fond, le bonheur, ce n'est pas quelque chose qu'on trouve par hasard, mais bien quelque chose qu'on construit petit à petit, acte vertueux après acte vertueux. La question à se poser n'est donc pas comment transformer toute ma vie d'un seul coup. Non, la vraie question est bien plus simple. Quel petit pas est-ce que je peux faire, là, maintenant? Quelle est cette seule et unique vertu, que ce soit un peu de courage, de patience, de justice, que je peux choisir de pratiquer aujourd'hui?